Cette Parfait. conférence va maintenant être enregistrée. Bon. On a décidé pour cette présentation-ci d'enregistrer la conférence. Alors voilà. Donc, mon nom, c'est Léda Villeneuve. Je suis agronome au Centre d'expertise en production vigne. Ça fait 10 ans. Donc, sûrement, certains d'entre vous m'avaient déjà rencontré là, dans d'autres événements du CEPOC. Donc, ce matin, la conférence que je vous présente, c'est la base en alimentation et régie. Donc, réussir ces agneaux de marché, ces agnelles de remplacement. C'est une conférence que j'ai montée en collaboration avec Joanne et Dany 5 mars de l'Université Laval. Donc, c'est une conférence qu'on a adaptée, qu'on a mis un peu à jour, mais qui avait par le passé déjà été donnée. Donc, comme le titre l'indique, c'est sûr que c'est un peu la base, mais en même temps, je pense que c'est un excellent rappel là, pour l'ensemble des producteurs ovins qui font des oignons de marché ou qui produisent des agnelles de remplacement. Alors, on commence ainsi. Qu'est-ce qu'on recherche en fait? Un agneau de marché de qualité, c'est quoi au juste? C'est un agneau va être âgé entre 3 et 6 mois, euh, qui va peser. Oui, on a une personne au téléphone, je pense. Bonjour. Donc, c'est ça. On recherche des jeunes de 3 à 6 mois, de 43 à 52 kilos de poids vif, des agneaux qui sont maigres, donc de 7 à 13 millimètres de gras dorsal. Excusez-moi, on a un petit retour de son. Je crois que ça provient de chez Un petit peu, Charles, Charles je vais les Bernier. OK, fermer, les si dents. on peut couper le son. OK, parfait, je suis désolée. C'est bon. Donc, on continue. Donc, un agneau de marché, il va avoir un bon développement musculaire. On veut qu'il y ait une bonne efficacité alimentaire, évidemment, puis un bon GMQ. L'efficacité alimentaire, je vais y revenir un peu plus tard aussi dans la présentation. En fait, ce qu'on veut, c'est que pour chaque kilo d'aliments ingéré, l'agneau dépose un maximum de muscles, de gain de poids pour croître plus rapidement, puis atteindre le poids d'abattage idéal en un court laps de temps. Il faut toujours garder en tête le produit qu'on recherche, que les consommateurs recherchent. Donc, un agneau de qualité qui rejoint les caractéristiques que je viens de vous énumérer. Au niveau des agnelles de remplacement, on veut qu'elles soient performantes, qu'elles soient bien conformées, qu'elles soient laitières et qu'elles aient une bonne longévité dans l'élevage. Donc, on doit donc s'assurer qu'elles aient un bon développement ruminal en bas âge, puis un bon développement mammaire également. Donc, ça fera partie là, de la portion de la conférence où je vais vous parler de la restriction alimentaire des agnelles de 2 à 4 mois d'âge dans leur vie. Puis ensuite, on veut qu'elles aient un GMQ donc modéré en bas âge en lien avec ce développement mammaire-là. Donc, ça, je vais y revenir tantôt. Puis, en fait, qu'on produise les agnelles pour soi ou pour un autre producteur, il faut toujours garder en tête que les agnelles, on veut qu'elles soient laitières puis qu'elles soient productives pendant au moins 4 à 6 ans dans notre élevage. Donc, dans ma présentation, je vais vous parler du départ commun des agnelles de remplacement et des agneaux destinés au marché. Donc, je vais élaborer les éléments au niveau de la régie puis de l'alimentation pré-sevrage. Ensuite, je vais vous parler des interventions après le sevrage, c'est-à-dire les types d'aliments qu'on peut utiliser au cours de l'engraissement, la restriction alimentaire et la valorisation fourragère en finition des agneaux. Je vais vous parler de l'alimentation des agnelles jusqu'à leur première saillie. Ensuite, vous savez, l'alimentation est aussi un fort outil de prévention de certains troubles de santé. Donc, je vais aborder un peu les troubles de santé propres aux jeunes agneaux et aux jeunes agnelles. Puis ensuite, il y aura un petit volet vers la fin sur le suivi de la croissance, donc la rigueur est de mise. Je vais vous parler un peu le suivi régulier de la croissance et l'état d'engraissement des agneaux. Comment faire pour abattre au bon moment, puis comment faire pour restreindre au bon moment les agnelles de remplacement, puis ajuster adéquatement les besoins par la suite pour assurer un bon développement mammaire sans compromettre la croissance des agnelles. Alors, allons-y avec un bon départ pour le sevrage réussi. En fait, il faut savoir que plus l'agneau est jeune, plus il va convertir rapidement les aliments en muscles. Il faut donc se donner toutes les chances de réussir en partant du bon pied. Puis les interventions pré-sevrage qu'on va compléter, qu'on va faire, en fait, vont permettre à l'agneau et à l'agnelle de démarrer dans un environnement sain, donc d'avoir un état de santé qui soit aussi optimal. On veut s'assurer aussi que le tractus digestif soit fonctionnel. Donc, il y a toute la notion là, des dérobés puis de la moulée tôt en jeune âge qui va être mise à profit à ce moment-là. Puis on veut assurer donc un bon développement des papilles du rumen pour s'assurer que l'animal convertisse bien puis utilise bien les aliments qu'on lui offre. Donc,
je peux pas passer la conférence sans parler de l'importance du colostrum, évidemment, pour un bon départ. Il faut que l'animal en ait reçu suffisamment. Donc, ça permet à l'animal d'avoir un apport d'énergie qui soit suffisant pour éviter les hypothermies. C'est aussi sa principale source d'anticorps, évidemment. Puis un agneau qui en reçoit pas suffisamment, ben, va être plus à risque d'avoir d'autres maladies avant le sevrage, donc plus à risque de mourir également avant le sevrage. Puis un agneau qui ne reçoit pas suffisamment de colostrum également va voir son gain de poids diminuer. Puis au sevrage aussi, vous allez le voir, là, le poids des agneaux ne sera pas super élevé. Évidemment, la prise rapide du colostrum dans les 30 minutes suivant la naissance est importante. Donc, on vérifie l'état du pied de la brebis, puis on supplémente au besoin, évidemment, les agneaux avec un colostrum commercial en poudre. Puis on s'assure que les agneaux en consomment une quantité adéquate. Puis la quantité adéquate, il faut se souvenir de la règle, premièrement, du maximum 50 millilitres de colostrum par kilo par repas, parce que l'estomac de l'agneau n'est pas très gros. Donc, pour un agneau de 4 kilos environ, ce sera 200 millilitres par repas qu'on devra lui offrir. Puis au courant de ces 18 premières heures, ce sera un total de 200 ml par kilo, donc 800 millilitres dans ce cas-ci, pour un agneau de 4 kilos. Puis on dit dans les 18 premières heures parce que dans le fond, les parois de l'intestin absorbent plus adéquatement les anticorps rendus là. Donc, même qu'idéalement, quand on est capable d'en offrir à peu près la moitié de la dose dans les 6 premières heures, c'est préférable. Puis on fait attention aux quantités servies, donc on respecte vraiment la règle là, du 50 ml par repas, puis même au biberon, là, pour pas le gaver trop intensément. Évidemment, il y a les cases d'agnelage qu'on doit installer le plus rapidement possible pour permettre le lien entre la mère et le petit le plus rapidement possible. On désinfecte le nombril, évidemment, qui est une porte d'entrée très importante, là, notamment pour certaines bactéries comme les E. coli, donc qui vont causer, entre autres, des diarrhées ou des arthrites chez le jeune agneau. On injecte de vitamine E, sélénium, des vitamines A, D tôt après la naissance, évidemment. Puis idéalement, lorsque les agneaux sont secs, puis on injecte toujours dans la région du cou, jamais dans les muscles de l'arrière-train. Puis on prend des notes sur l'identification et tout en lien avec l'agneau et aussi la mère pour avoir un suivi adéquat par la suite. Il y avait une étude en 2007 qui avait été faite sur l'analyse des points critiques relatifs à la qualité de l'agneau lourd au Québec. Puis, il y avait une des questions était de savoir où est-ce que les gens, c'était quoi le site d'injection utilisé pour procéder à ces soins-là. Puis, il y avait quand même 6 répondants sur 15 qui disaient piquer dans l'épaule ou dans le gigot. Donc, on se souvient que c'est quand même les pièces les plus nobles de l'agneau. Donc, on évite on évite d'injecter dans ces zones-là. Donc, c'est vraiment la région du cou qui est à prioriser. Au niveau de l'environnement, c'est sûr que la qualité de l'environnement en bas âge va être essentielle, mais pas seulement en bas âge, là, en fait, dans l'ensemble du troupeau. Au niveau des plus petits agneaux, lorsque la qualité de l'air est pas adéquate, c'est sûr qu'on va avoir des agneaux malades, des agneaux qui vont être qui vont réduire leur croissance, puis ça devient comme difficile à quantifier. Donc, on se demande pourquoi on n'a pas des bons poids au sevrage, entre autres. Ça peut avoir un lien, oui, avec le colostrum, avec bien d'autres paramètres, mais les conditions d'ambiance en bergerie là, sont fort importantes. Qu'est-ce qui affecte la qualité de l'environnement? Il y a notamment la densité dans les parquets d'élevage pour les brebis en lactation qui devrait être au-delà de 1,8 m² par tête. Donc, principalement aussi pour les brebis prolifiques là, qui ont 3 ou 4 agneaux avec elles, on s'assure de leur offrir suffisamment d'espace. On fait attention au courant d'air, surtout au niveau des jeunes agneaux qui sont beaucoup plus sensibles. Puis, on fait attention aussi à l'humidité. Donc, on essaie de viser en bas de 75%. Puis, ce qui n'est pas toujours évident. Puis, dans le fond, lorsqu'on a et de l'humidité et des courants d'air, c'est sûr qu'il va y avoir des problématiques avec possiblement des hauts taux de pneumonie et de mortalité dans le bâtiment problématique. Puis, on s'assure d'offrir une litière abondante et sèche en bonne quantité là, pour s'assurer que le sol sur lequel reposent les agneaux soit le plus sec possible. Les jeunes agneaux étant très, très au niveau du sol, c'est sûr qu'ils vont être plus affectés là, par tout le dégagement des gaz qui provient de l'accumulation du fumier sous leurs pattes. Donc, c'est pourquoi c'est important d'avoir de la litière suffisamment.
L'humidité à viser, ben, c'est sûr, c'est en bas de 75, 60 à 75, c'est sûr, c'est ce qui est idéal. On voit par contre encore beaucoup trop de bergeries qui sont au-dessus de 85. Puis en 2006, d'ailleurs, il y avait eu un projet qui avait été fait, là, puis l'humidité, c'était un réel problème qui était au-delà de 75 dans les troupeaux qui étaient suivis pour ce projet-là. Donc souvent, c'est soit dû à des manques d'entrée d'air ou des entrées d'air qui sont rudimentaires, des entrées d'air qui sont mal ajustées aux problématiques, des conceptions qui sont moins bien planifiées, les débits d'air aussi qui ont un impact là, sur toute cette humidité-là. Évidemment, les bâtiments isolés vont mieux réagir. Puis la forte densité, ben, c'est sûr que c'est aussi très nuisible aux conditions d'ambiance. Puis en lien avec ce projet-là, en 2006, il y avait eu une formation à l'époque qui avait été produite pour les producteurs et les intervenants. Puis là, cette année, en 2019, ben là, CEPOC travaille avec un comité de travail là, pour mettre en place de nouvelles formations. Puis il y a aussi Joanne Cameron qui risque d'en donner aussi d'autres pour les producteurs un peu partout là, dans la province dans les prochaines années, dans la prochaine année. Donc, vous serez sûrement appelé à en apprendre encore davantage là, sur cette thématique précise là, que j'aborde quand même très brièvement ce matin, mais qui est super importante. Puis finalement, pour réduire notre proportion de radais lorsqu'on fait de l'agneau, ben, ça prend des bonnes dérobées. Donc, ça prend des dérobées qui sont accessibles dès les premiers jours, qui sont faciles d'accès, qui sont confortables, attirantes, donc avec un éclairage suffisant ou avec des lampes chauffantes pour attirer les jeunes agneaux à y entrer puis à s'y installer rapidement en bas âge. Des dérobées qui sont spacieuses, donc qu'il n'y a pas seulement 2 ou 3 agneaux qui puissent y entrer à la fois. Puis des dérobés qui sont accessibles pour le producteur. Là, on le sait, plus les agneaux vont approcher l'âge du sevrage, plus ils vont se mettre à consommer de la moulée. Donc, il faut que ce soit quand même assez simple là, pour remplir ces trémies-là. Je vous invite à aller sur le site du CEPOC. Là. On a fait l'an dernier un guide d'aménagement des bâtiments pour petits ruminants de boucherie. Puis on a la fiche, si je ne me trompe pas, c'est la fiche 8 de 10 fiches qui traite des dérobés et des zones d'engraissement. Donc, vous pourrez aller la consulter pour avoir plus d'informations techniques sur des trucs ou des matériaux, des éléments que vous pourriez prendre en compte pour l'aménagement de ces dérobés. Donc, dans ces dérobés-là, qu'est-ce qu'on a besoin d'offrir à nos agneaux? Évidemment, l'eau doit être accessible en tout temps et dès la naissance. C'est favorable d'utiliser des types de bols à flotte, donc c'est plus simple pour les agneaux d'aller s'abreuver. On offre un foin de très bonne qualité, donc peu fibreux, en bas de 32 à 34 d'ADF, puis on le renouvelle souvent pour inciter les agneaux à aller en consommer rapidement. Puis évidemment, on offre des concentrés à volonté qui sont facilement accessibles dans des trémies qu'on remplit. Là. C'est sûr, dans les débuts, dans les premières semaines, on n'en met pas trop dans la trémie là, pour s'assurer que l'aliment soit toujours frais. Donc, on en rajoute plus régulièrement. Donc, le concentré à offrir à la dérobée, c'est un concentré de 18 à 20 de protéines. Puis, ben, moi, je recommande, c'est sûr, une moulée complète plutôt qu'un mélange maison en bas âge parce que ça va être, ben, dans le fond, chaque bouchée est homogène. Les moulées de type commercial, ben, dans le fond, sont cubés. Ils contiennent tous les éléments, les minéraux, vitamines que l'agneau a besoin, dans lesquels on peut ajuster, entre autres, un anticoxydien. Puis, ben, c'est ça, l'animal va aller en consommer rapidement. On s'assure qu'il ne trie pas. Puis, ça va permettre aux papilles du rumen de vraiment se développer en bas âge. Puis puis dans le fond, plus il y a des papilles dans le rumen qui se développent, ben, plus ça augmente les surfaces de contact pour qu'il y ait une meilleure absorption des aliments dans le rumen. Puis évidemment, ben, les papilles, c'est vraiment essentiel au bon fonctionnement du futur rumen. Puis ça va être particulièrement important, oui, pour le jeune agneau, mais pour l'agnelle de remplacement qu'on veut, entre autres, avoir assurer une bonne longévité dans l'élevage, mais on veut que son rumen soit bien développé pour qu'elle valorise bien les fourrages qu'on lui offre. Ensuite, le sevrage, on va viser un sevrage autour de 6 à 8 semaines pour l'agneau. Donc, à un poids d'environ 20 à 25 kilos, ce qui est favorable. Puis pour un sevrage en douceur, ben on va s'assurer, on va vérifier que les agneaux consomment environ 250 grammes par tête par jour. Puis, ce que j'aime bien recommander parfois,
Ben, c'est sûr que, tu sais, le sevrage, c'est un stress en soi. Donc, puis entre la moulée que les agneaux vont recevoir avant le sevrage, puis la moulée en début d'engraissement, c'est sûr qu'il y a une différence au niveau du taux de protéines à l'intérieur de cette moulée-là. Euh, ben, moi, ce que je recommande des fois, c'est si justement là, le 250 grammes par tête par jour est atteint, là, puis que les agneaux en consomment vraiment beaucoup là, de la moulée, disons vers 6 semaines, là, ben, tu sais, c'est possible de faire la transition vers la moulée engraissement avant de procéder au sevrage pour que justement au sevrage, il y ait seulement le stress là, de la séparation de la mère, puis que l'animal soit déjà habitué à consommer le nouveau concentré. Donc, ça, c'est une pratique qui peut être faite lorsqu'on constate là, que les agneaux ont l'air d'avoir un bon poids puis que ça consomme vraiment beaucoup là, de moulée vers la fin. Puis évidemment, rendu à la pesée du sevrage, ben, pour faire de l'agneau lourd, je recommande qu'on sélectionne les plus pesants. Donc, je pense pas que sur un lot, 100% des agneaux soient aptes à faire du lourd. Donc, on sélectionne les plus pesants, on priorise les mâles pour faire de l'agneau lourd. Puis ainsi, on se donne beaucoup plus de chances de réussir à produire notre agneau de marché à l'intérieur des 5 à 6 mois d'âge. Puis même parfois, les très bons agneaux qui performent très bien là, à 100 jours vont déjà être prêts pour le marché. Maintenant, après le sevrage, ben, on va séparer les mâles et les femelles. Ça permet d'ajuster le programme alimentaire selon le sexe. Puis ça permet de contrôler l'engraissement des femelles qui sont plus susceptibles de déposer du gras sur leur carcasse, donc qui sont plus sujettes à déclasser à l'agence lorsqu'on les envoie à l'abattage. Ça permet aussi de contrôler le besoin des mâles qui sont plus performants, puis d'éviter les pertes de croissance. Au niveau de la densité de population pour les agneaux de marché, on va viser entre 0,75 et 0,90 mètres carrés par tête. Donc, normalement, dans le mois suivant le sevrage, lorsque les agneaux sont en bas de 35 kilos environ, c'est sûr, la densité peut être un petit peu plus élevée, mais après ça, lorsque les agneaux atteignent tout 30-35 kilos, là, on doit leur laisser plus d'espace. Puis l'espace mangeoire est aussi essentiel. Donc, c'est sûr que tant que les agneaux vont être nourris à volonté, on parle d'un 5 à 7 pouces par tête. Mais dès qu'on commence à restreindre les agneaux, si on va vers une finition en restriction, ben, faut faire attention. Puis à ce moment-là, offrir un 10 pouces par tête par agneau. C'est principalement là, au moins pour le service de la moulée, s'assurer que chaque agneau a sa place. Donc, c'est parfois par exemple, sur l'allée d'alimentation principale où on sert les fourrages, il n'y a peut-être pas suffisamment de place pour tous les agneaux, mais à ce moment-là, c'est possible d'ajouter quelques trémies à l'intérieur des parcs pour le service de la moulée, pour que tout le monde ait sa place en même temps. Ici, c'est à titre informatif, là, parce que je vous parlais un peu de densité, mais dans le fond, c'est les densités animales pour les différents stades, là, brebis prolifiques, là, début de gestation, agnelle de remplacement. Donc, vous pourrez vous y référer. Puis, mais en fait, il y a un petit exercice ici que je peux faire avec vous, par exemple, au niveau ben, la densité des parquets est importante à respecter, mais aussi l'espace mangeoire. Puis des fois, on a des parquets qui vont avoir, par exemple, dans l'exemple ici, ont toute la même longueur. Donc 16 pieds de long. Donc, c'est toutes des parcs qui offrent de l'espace pour 12 brebis à la mangeoire. Mais par contre, lorsqu'on regarde la profondeur, ben là, au niveau de la densité, le parc est moins profond. On ne devrait pas mettre plus que 6 brebis, même s'il y en a 12 qui sont capables de manger à la mangeoire, parce que là, ils vont être restreints dans l'espace. Versus l'optimal, ce serait à prioriser le parc plus profond dans ce cas-ci, où on a 13 brebis en densité, puis 12 à la mangeoire. Donc, on essaie d'aller chercher un certain équilibre là, pour s'assurer d'offrir les conditions optimales à nos animaux. Donc, c'est sûr que toutes ces informations-là au niveau des normes d'espace et d'espace mangeoire, ben, ça va permettre, entre autres, d'avoir un GMQ qui soit supérieur. Ça réduit le temps d'engraissement parce que les agneaux sont plus efficaces. Il y a moins de compétition aussi. Ça permet aussi, on observe moins de problèmes de santé chez les agneaux. On assure un meilleur bien-être, évidemment. Puis avec des conditions ambiantes qui vont être optimales en tout temps, puis des parquets bien paillés, ben, on se donne vraiment toutes les chances de succès pour réussir à produire des agneaux de marché dans un laps de temps qui soit raisonnable. Puis il y a aussi certaines études qui ont observé des meilleurs gains lorsque le nombre d'individus, donc là, lorsque le nombre d'agneaux à l'intérieur d'un parc n'est pas trop élevé. Donc, si on a le choix entre faire un long parc de 50 pieds, puis d'avoir plus d'agneaux versus le séparant en 2 ou en 3 parquets, c'est mieux de faire des plus petits parquets pour les agneaux. Donc, cette étude-là, c'est ce qu'elle démontrait.
Donc, la période post-sevrage va se dérouler en 2 phases cruciales pour arriver à produire de la qualité au niveau de la carcasse des agneaux. Donc, on a la période qui est dite plus d'engraissement, donc de 20 à 35 kg de poids vif. On va opter pour une croissance qui peut être soit rapide ou une croissance lente où on va valoriser davantage les fourrages. Puis tranquillement, pendant cette phase-là, on va avoir une réduction progressive de la quantité de protéines pour se rendre finalement à une période de finition, là où encore la protéine va être un petit peu plus réduite que si on regarde là, tout de suite immédiatement après le sevrage. Donc, la période de finition, elle va démarrer vers 35 à 40 kg de poids vif, puis il va se poursuivre jusqu'à l'abattage. Donc, c'est sûr que si on fait une restriction alimentaire ou plutôt une valorisation fourragère, la période de finition peut être un petit peu plus longue. Puis ça permet, entre autres, cette période-là de finition de bien contrôler les dépôts adipeux. Donc, si on y va avec la croissance rapide plutôt à base de grains pour la portion engraissement, ben, cette portion-là, ben, les animaux ont encore des besoins quand même relativement élevés. Donc, l'alimentation à volonté à base de grains, fourrage, eau fraîche, évidemment, est de mise. Le concentré, on est passé, dans le fond, avant le sevrage, tantôt, je vous disais que c'était 18 à 20 de protéines. Donc, maintenant, rendu au sevrage, après le sevrage, on parle d'un concentré autour de 16 à 17 de protéines. Donc, ça peut être une moulée commerciale, encore une fois, plus homogène, ou encore un mélange maison qu'on fait à la ferme, puis on vise un mélange qui soit le plus homogène possible. Les fourrages de bonne qualité, encore une fois, sont de mise, donc moins de 34 d'ADF, moins de fibres. Puis, on va viser, normalement, pour ce type de croissance à base de grains-là, on va viser une consommation d'environ 85 de concentré, 15 de fourrage. Mais souvent, dans la réalité, ce qu'on va plutôt voir, là, c'est presque un 90 de concentré, des fois un peu moins de 10 de fourrage. Donc, il faut donc réajuster. Puis, c'est sûr qu'en offrant une qualité de fourrage le plus optimale possible, l'animal va être porté à en consommer davantage. Donc, c'est plus facile à ce moment-là de respecter ce ratio-là. Puis, en fait, vers 30 à 35 kg de poids vif, ben, le dépôt de muscle va diminuer, puis ben, les besoins diminuent également. Malgré que la croissance soit soutenue, on peut continuer à faire une alimentation qui est toujours à volonté, mais on va réajuster la ration en réduisant un petit peu le taux de protéines. Donc là, on serait rendu plutôt autour d'un 15 de protéines dans le mélange en utilisant toujours notre bon foin. Puis évidemment, ben, on ne supprime pas complètement la protéine. On ne passe pas d'un mélange maison à 17 de protéines, puis on supprime totalement le supplément, par exemple, ou le tourteau de soya pour offrir seulement du grain. L'animal a quand même besoin de protéines. Là. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il y ait trop de dépôt de gras. Donc, la protéine demeure importante là, dans cette portion-là de la croissance. Vers 35 à 40 kg, ben, idéalement 35 pour les femelles parce que le dépôt de gras est beaucoup plus important, mais on va diminuer la quantité de concentré servi quand on parle de la phase de finition. Donc, on favorise la consommation de fourrage, donc la valorisation des bons fourrages, encore une fois. C'est sûr qu'on retrouve un peu moins d'énergie dans les fourrages que dans les grains, là, mais c'est somme toute une phase de finition qui est importante là, à tenir en compte. Puis on fait, rendu à cette portion de la croissance-là, on fait attention à l'espace mangeoire là, qui est d'autant plus importante, là, étant donné qu'on restreint la quantité de concentré offert. Là. On ne veut pas que les agneaux se battent à la mangeoire, donc on offre le 10 pouces minimum au moins pour chaque tête dans le parquet. Puis ça, c'est sûr que la restriction en finition, c'est très bénéfique pour éviter le surplus de gras de couverture. Il y a une étude, c'est une étude qui date des années 2000, mais qui est encore bien à propos, que Marie Vachon avait fait à l'époque, qui avait étudié justement l'engraissement des agneaux, à savoir est-ce qu'on restreint ou pas la moulée en fin d'engraissement. Puis cette étude-là avait démontré que sans restriction, c'est sûr, puis on s'y attendait, le gain moyen quotidien est beaucoup plus important que le gain moyen quotidien lorsque l'animal est restreint. Par contre, on parle ici d'un 75 grammes d'écart. Lorsqu'on regarde les données aux ultrasons, ben l'étude démontrait aucune différence au niveau de la surface de l'œil de longe. Par contre, au niveau du gras dorsal aux ultrasons, on avait une différence de 1 mm, ce qui était significatif dans le cas de cette étude-là. Donc, 1 mm plus maigre pour les agneaux qui étaient restreints.
Puis même chose au niveau de l'épaisseur de gras de couverture, donc la mesure de gras dorsal là, sur la carcasse à l'abattage. Ben là aussi, il y avait une différence là, au niveau du gras dorsal. On se souvient que la grille de classification des agneaux pénalise beaucoup sur le gras. Donc, meilleur est l'indice, meilleur est la paye. Donc, cette étude-là avait démontré justement que la restriction en finition permettait d'avoir une meilleure qualité carcasse en bout de ligne. Restreindre, ben, c'est sûr que les animaux trop gras, ben, on veut éviter le dépôt de gras de couverture. Donc, ben, c'est ce que je viens de dire, que la classification pénalise les agneaux qui sont trop gras. Les femelles, c'est presque essentiel de restreindre en fin d'engraissement. Vous ferez l'exercice chez vous avec vos classifications. Là, je suis assez prête à parier que la grande proportion des agneaux qui déclassent en bas de sang sont souvent des femelles. Donc, c'est pourquoi c'est important de les séparer au sevrage puis de les alimenter différemment pour mieux contrôler leur engraissement. On peut aussi choisir de faire abattre les femelles à un poids plus léger que les mâles. Par exemple, si votre poids cible, vous, d'abattage, c'est d'envoyer vos agneaux à 54 kg, je lance un chiffre comme ça, ben, peut-être que pour les agnelles, ce serait bien de viser plutôt un 50 kg, donc d'être plus dans le bas de la braquette, par exemple, de la classe 2, de la catégorie 2, du 20 à 24 kg carcasse, mais viser peut-être plus le 20 kg carcasse là, pour les femelles. Donc, pour les sortir plus rapidement, parce que dans le fond, plus elles restent longtemps là, dans l'élevage, plus ça leur laisse du temps pour déposer du gras sur leur carcasse. La restriction à partir de 35 à 40 kg, comme je le mentionnais, on le fait de façon graduelle, puis on s'assure d'offrir des fourrages de qualité encore une fois, puis on vérifie l'état d'engraissement de nos animaux. Les règles à respecter au niveau de cette restriction-là, ben, c'est toujours de servir les fourrages en premier, puis de les offrir à volonté, puis de les renouveler souvent. L'espace mangeoire, encore une fois, super important. Puis, il faut que les mangeoires soient accessibles sans entrer dans le parc là, pour, par exemple, si on ajoutait des trémies sur les barrières là, pour que ce soit facile là, pour vous d'aller offrir le repas de grains dans les mangeoires. Puis, on essaie d'avoir une bonne répartition des groupes d'agneaux pour éviter des compétitions inutiles. Donc, c'est sûr qu'on sépare mâle-femelle. Des fois, on est restreint dans les parquets qu'on a. Ça peut être peut-être des fois plus facile de séparer en fonction du poids aussi. Là, donc, d'avoir des parquets qui sont le plus homogènes possible. Puis, on tente de garder l'œil ouvert, d'être très observateur, puis d'assurer une constance dans nos pratiques. Quand on trouve une bonne recette, mais on la garde, puis on poursuit comme ça. Donc, la restriction, ça peut être payant. Je reviens un petit peu maintenant plus sur la croissance modérée. Donc, l'engraissement fourragé tout de suite après le sevrage, c'est possible aussi de le faire. Donc, c'est sûr, j'ai l'impression de me répéter un peu, c'est toujours d'utiliser des fourrages de bonne qualité. Mais par contre, on va accepter, si on offre pour une croissance modérée là, dès le sevrage, ben, on va accepter une période d'engraissement plus longue. Par contre, je vais vous montrer tantôt une étude. Donc, c'est quand même possible, là, même en utilisant une croissance modérée ou encore en utilisant le pâturage, de réussir à faire ces agneaux en dedans de 6 mois, c'est possible. L'exigence, ben, c'est toujours du très bon foin ou du pâturage jeune. Ça, ben, la restriction dès le sevrage, ce sera l'option à choisir pour les agnelles de remplacement, puis je vais y revenir tantôt. Bon, le très bon foin, je passe vite sur celle-là. En fait, je vais me rendre directement à mon tableau. En fait, quand on a un fourrage en bas de 32 d'ADF, c'est possible en croissance modérée, en valorisant les fourrages en début, de quand même atteindre un 200 à 300 grammes par jour par agneau, en offrant des quantités de concentrés qui sont somme toute très raisonnables. Par contre, dès qu'on a des fourrages qui sont plutôt médiocres, là, avec beaucoup trop de fibres, là, ADF, ben, la chute est très drastique là, au niveau du gain, donc c'est vraiment pas très payant. Donc, ici, c'est un petit tableau résumé que j'aime bien. En fait, vous pourrez regarder les analyses fourragères que vous avez chez vous, puis peut-être essayer de catégoriser les fourrages que vous avez, ils se classent dans quoi? Est-ce qu'ils sont excellents, très bons, bons, moyens, pauvres? Donc, moi, je recommande vraiment d'utiliser les excellents puis les très bons fourrages. Là. Ça, ces fourrages-là, on n'en a jamais trop. Ces fourrages-là, là, des 2 premières lignes, c'est les fourrages qu'on va prioriser pour les agneaux, pour les agnelles de remplacement, les brebis prolifiques en fin de gestation, les brebis en début de lactation. Donc, c'est vraiment la qualité fourragère qu'on doit vraiment comme pas manquer, je dirais. Autrement, c'est sûr que bon fourrage, moyen fourrage, ça peut convenir pour des stades plus moins exigeants. Donc, la saillie, début de lactation,
ça peut être correct. Pardon, pas début de lactation, la saillie début gestation. Puis vers la fin de la lactation aussi, on peut changer vers ce type de fourrage-là. Les brebis taries, lorsqu'on est aux prises avec des fourrages pauvres, ça peut être le fourrage à utiliser. Mais vraiment, souvenez-vous que les excellents et les très bons fourrages, c'est vraiment ce qui est le plus optimal à utiliser pour faire de l'agneau de qualité, de l'agneau pour que en fait l'agneau ait une bonne croissance puis sorte rapidement. Justement, ici, l'étude que je parlais brièvement, c'était celle de Joanie Jacques qui a eu lieu en 2008 ici au CEPOC. Donc, elle a étudié 4 traitements alimentaires différents sur des agneaux. C'était des agneaux d'Orset à l'époque qu'il y avait dans la ferme de recherche ici. Donc, il y avait un traitement que c'était les agneaux recevaient du concentré à volonté. Il y avait un groupe qui recevait 60% fourrage, 40% concentré dès le sevrage. On avait un groupe l'affouragement en verre, en fait, c'est que chaque jour, on allait faucher de l'herbe fraîche au champ pour l'emmener à l'intérieur de la bergerie, ce qui était en fait un genre de traitement témoin là, pour mesurer la consommation des agneaux au pâturage. Puis on avait des agneaux au pâturage. Puis, dans cette étude-là, elle, son but, c'était d'amener les agneaux à un poids d'abattage de 47 kilos à cette époque-là. Donc, si on regarde un peu les résultats du projet, ben, les agneaux qui étaient alimentés à volonté, là, j'ai pas présenté affouragement en verre, là, c'est moins pertinent. Donc, les agneaux qui étaient à volonté ont été abattus à l'âge de 105 jours. Puis, on fait un gain d'environ 450 grammes par jour. Maintenant, si on regarde les 60-40, ces agneaux-là, ils ont pris 17 jours de plus seulement pour atteindre le 47 kg de poids vif. Puis là, on fait un gain de 347 grammes par jour. Puis tout près de 300 grammes par jour pour les agneaux au pâturage, mais qui ont été abattus à 47 kg à l'âge de 145 jours, donc en bas des 150 jours, en bas de 5 mois finalement. Donc, c'est possible selon les 3 types qui avaient été étudiés, ça a été possible de faire des agneaux de les vendre avant 5 mois. Si on regarde au niveau du coût de l'engraissement, là, c'est seulement le coût de l'alimentation qui est présenté ici, mais je vais revenir tantôt sur un coût plus global. C'est sûr que quotidiennement, l'alimentation à volonté, c'est la plus dispendieuse versus le fourrage, le pâturage. Puis lorsqu'on regarde, même en fonction du temps d'engraissement, qui a pris comme 105 jours, ça a coûté 25 et 20 au total pour amener ces agneaux-là au poids de 47 kilos. Malgré le fait que ça a pris un peu plus de temps pour le 60-40 à atteindre le poids d'abattage, ça a coûté quand même presque 6 de moins. Donc, il y avait une économie là, puis une autre économie à faire du pâturage, même si, tu sais, dans le fond, le coût d'engraissement, le coût total, pardon, est en lien avec la durée de l'engraissement total. Donc, on voit une bonne différence quand même entre les différentes pratiques. Un autre point qui avait été observé dans cette étude-là, c'est que même si on visait un 47 kg de poids vif, elle a observé dans son projet que le rendement carcasse du 60-40 était beaucoup plus faible. Donc, il y avait une différence significative là, avec les agneaux à volonté, ce qui nous a amené à dire, dans le fond, mais en fait, quand elle a étudié le poids du système digestif des agneaux, bien, ceux qui étaient dans le traitement 60-40 avaient un rumen un peu plus développé, donc un poids du système digestif beaucoup plus élevé que ceux qui étaient alimentés à volonté. Donc, ça suggère que pour un même poids d'abattage, les carcasses étaient plus petites. Donc, si on opte pour faire de la valorisation fourragère dès le sevrage pour engraisser nos agneaux, il faut peut-être revoir à la hausse le poids vif d'abattage. Donc, tantôt, je disais, par exemple, si votre poids cible, c'est 54 kg, peut-être qu'il faut voir peut-être une petite affaire de plus si on offre, si on valorise les fourrages ou en tout cas s'assurer d'y aller en conséquence là, en regardant le poids carcasse de nos animaux en fonction du type de ration qu'on leur offre pour s'ajuster convenablement. Dans cette étude-là, le CECPA avait fait une analyse économique un peu plus complète, là, donc où on intégrait le coût de main-d'œuvre, l'entretien des bâtiments, les assurances, amortissements, etc. Puis, encore une fois, l'écart entre les 3 traitements, la tangente était un peu la même. Dans le fond, à volonté, c'est sûr que c'était le type d'engraissement le plus dispendieux. Il y avait quand même une économie à valoriser les fourrages, puis malgré un temps d'engraissement un peu plus long, ça devenait quand même plus économique à utiliser. Maintenant, quelques petites questions populaires, donc reliées à l'alimentation des agneaux lourds.
Bon, l'ensilage d'herbe. Des fois, on se demande, l'ensilage d'herbe, c'est bon? On serait-tu mieux au foin? C'est sûr qu'il ne faut pas utiliser un ensilage qui soit trop humide. Donc, un bon taux d'humidité, là, on va parler entre 40 et 50 de matière sèche, ça va être ce qui va être plus adéquat pour les agneaux. Lorsque l'ensilage est trop humide, les études démontrent des fois des gains plus faibles là, chez ces agneaux-là. On fait attention à la finesse de hachage, pardon. Puis, ben, c'est parce que dans le fond, ça peut réduire encore une fois le gain lorsque c'est trop fin. Puis la qualité fourragère, ben, c'est comme on veut un fourrage jeune aussi, c'est comme le foin. Puis une mauvaise conservation, ben, va évidemment réduire le gain. Selon les études, le foin va permettre de meilleures performances aux agneaux comparativement à l'ensilage. L'ensilage, selon d'autres études, il y avait plus de dépôts adipeux sur les carcasses. Puis en fait, ben, faut savoir que le rumen des jeunes agneaux étant pas complètement développé à cette période-là de sa vie, ben c'est difficile pour lui d'utiliser au plein potentiel l'ensilage qu'on lui sert pour synthétiser de lui-même la protéine microbienne qui est nécessaire à son bon développement. Donc, un fourrage un plus sec serait davantage à prioriser. Mais c'est quand même possible d'obtenir des résultats qui sont quand même pas si mal. La même étude de Marie Vachon avait étudié justement la différence entre offrir du foin ou de l'ensilage aux agneaux. Au niveau de l'épaisseur de gras dorsal, aux mesures aux ultrasons, elle n'avait pas observé de différence significative entre les deux traitements. Même chose pour l'épaisseur d'œil de longe. Par contre, au niveau du gras de couverture, donc la mesure de gras à l'abattage, il y avait encore là une petite différence là, de quelques millimètres qui était significative. Donc, des agneaux un peu plus gras ceux qui étaient nourris à l'ensilage. Donc, oui, le foin, c'est à favoriser, mais par contre, on s'assure qu'il soit fait jeune, qu'il soit sans poussière. On le renouvelle souvent. On va préférer les foins de graminées versus les légumineuses parce qu'ils sont généralement contiennent plus de feuilles, moins de tiges, plus énergétiques également. L'ensilage de maïs, qui est un aliment hautement énergétique, peut contenir jusqu'à 50 de grains. Il est par contre, ce fourrage-là est par contre pauvre en calcium et en protéines, donc il faut s'assurer d'avoir des rations qui soient bien balancées en ce minéral-là, puis aussi devoir ajouter des concentrés protéiques pour obtenir, par exemple, lorsqu'on l'utilise en RTM, pour réussir à avoir un mélange RTM là, qui soit, ben, si on est en engraissement, on parlait de entre 15 et 17 selon le moment où on est rendu dans la croissance de l'agneau. Donc, ça peut être intéressant à utiliser, évidemment, lorsqu'on a la possibilité d'avoir cet aliment-là. Les études ont démontré des gains intéressants lorsqu'on a, entre autres, un 30 d'ensilage de maïs dans la ration pour 70 de concentré ou 40-60 qui peut être aussi intéressant. Puis encore mieux, je pense que lorsqu'on a justement en RTM, là, qu'on a accès à un ensilage d'herbe qui soit un peu plus protéique pour permettre un mélange mieux équilibré, ça peut être aussi une option intéressante. Il ne faut par contre pas mettre trop d'ensilage de maïs non plus, étant donné que le manque de protéines va être plus important à combler. Puis, c'est ça, il va y avoir une réduction du gain puis de la conversion alimentaire. Puis, ben, vu que c'est très riche là, comme aliment, on peut avoir des problématiques au niveau du gras de couverture là, si on a une trop grosse proportion dans la ration. Au niveau de la mouture des grains, donc, est-ce qu'on offre des grains ronds ou des grains roulés? Il y avait un petit essai qui avait été fait où c'était de l'orge et du maïs. Donc, peu importe le type orge ou maïs, ben, qu'il soit rond ou roulé, il n'y avait pas de différence significative au niveau des paramètres qui avaient été étudiés chez les agneaux. Donc, même gain de poids, même nombre de jours d'engraissement, donc des valeurs non significatives, GMQ similaires, l'efficacité alimentaire également qui n'était pas changée. Tous les autres paramètres aussi au niveau de la carcasse, il n'y a pas vraiment de différence à offrir le grain rond ou à l'offrir roulé. Donc, c'est un fait qui est intéressant à savoir. Puis généralement, ben, le grain rond va être moins cher à l'achat. Donc, voyant qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux types de grains, je préconiserais le grain rond. Par contre, lorsqu'on fait un mélange à la ferme, ben, le grain roulé va peut-être permettre une meilleure homogénéité du mélange. Donc, à ce moment-là, ça peut être préférable de l'utiliser.
Puis, ben, là, si on l'achète déjà roulé ou cassé en grande quantité, ben, il faut faire attention là, à l'oxydation. Donc, il faut s'assurer d'avoir un système de stockage qui soit adéquat là, en ce sens. Ensuite, au niveau de la finesse de mouture, évidemment, plus c'est fin, plus ça se dégrade rapidement dans le rumen. Lorsque l'amidon se dégrade très rapidement dans le rumen, ben, on observe une chute du pH ruminal. C'est là qu'on peut observer les acidoses chez les agneaux ou les agnelles pendant leur phase d'engraissement. Ensuite, ben, dans le fond, le grain roulé va se dégrader plus lentement que le grain cassé, que le grain moulu, qui est très rapide. Puis au niveau du type de grain, là, si on regarde seulement les céréales, disons, plus standards, le blé, c'est la céréale qui se dégrade le plus rapidement dans le rumen, suivi de l'avoine, de l'orge et du maïs. Donc, évidemment, ben, on essaie de ne pas faire un mix là, de mouture tel que blé, tel que moulu, utiliser du blé moulu là, qui va se dégrader vraiment trop rapidement dans le rumen. Puis, on va essayer aussi de choisir le grain en fonction, en fait, la vitesse de dégradation de l'amidon dans le rumen. On va essayer de voir pour offrir un synchronisme énergie-protéine à l'intérieur du rumen qui soit le plus stable possible. Dans le fond, c'est que la protéine qui provient, par exemple, du fourrage ou du foin ou de l'ensilage se dégrade à la même vitesse que l'amidon qui arrive au rumen. Donc, on veut une vitesse qui soit similaire. Par exemple, les ensilages vont avoir une protéine qui se dégrade plus rapidement que le foin sec. Donc, si on avait un choix à faire, ben, avec un ensilage, vu que ça se dégrade plus rapidement, l'avoine serait préférable à l'orge, par exemple, mais si on a un foin sec, ben, le maïs qui se dégrade plus lentement pourrait être une céréale qui soit plus sujette à utiliser avec le foin sec là, pour assurer un meilleur synchronisme. Donc, c'est important, je pense, à savoir ça. Au niveau, les mêmes petits essais qui avaient été faits au niveau de l'engraissement des agneaux, au niveau du maïs puis de l'orge, il y avait observé un meilleur gain des agneaux que c'était du maïs qui était utilisé comme supplément énergétique dans leur ration comparativement à l'orge. Donc, on a une différence d'un 30 grammes par jour. Puis donc, une meilleure efficacité alimentaire, évidemment, pour les agneaux ayant du maïs dans leur ration. Puis au niveau de la carcasse, la même étude, le même essai avait permis justement de voir que le poids carcasse des agneaux recevant le maïs était significativement plus élevé pour un même poids d'abattage. Donc, le maïs permet des meilleures performances, des gains, puis de gains puis d'efficacité alimentaire. C'est sûr qu'il y a toujours le prix qu'on regarde, donc on s'assure de regarder les coûts de ces intrants-là, puis d'opter pour celui qui convient le mieux. Puis on essaie de saisir les opportunités, évidemment. Puis c'est faux de penser que les agneaux qui sont nourris au maïs vont avoir un gras jaune qui est un peu une légende urbaine, en fait, parce que les pigments de bêta-carotène qui vont donner un peu cette coloration-là au gras sont en plus grande quantité dans l'herbe, dans l'ensilage, puis dans la luzerne, comparativement aux céréales qui en contiennent peu là, dans leur composition. Ça ici, c'est une étude qui a été faite par Paul-Louis Maïs à l'Université de Guelph. Paul, il travaille beaucoup sur justement des rations économiques à utiliser pour les agneaux à l'engraissement. Donc, dans cette étude-là, il avait comparé des rations à faible teneur en protéines avec des rations à haute teneur en protéines pour engraisser les agneaux. Puis, dans les rations à haute teneur en protéines, ben, il y avait un traitement que il n'y avait aucune drèche de distillerie, alors que dans un autre mélange, il y en avait un 30 Puis pour, en fait, ces trois types de rations-là, ben, il a regardé voir les performances et les coûts sur que ce soit non cubé ou cubé dans l'ensemble. Donc, selon les mélanges, ben, il y avait du maïs, orge, avoine ou blé en pourcentage. Vous avez tous les pourcentages ici dans les rations. Les drèches, évidemment, il y en avait seulement dans les rations à haute teneur en protéines. Lorsqu'on regarde au niveau du coût à la tonne, ben, les rations à faible teneur en protéines, ben, en fait, toutes les rations, lorsqu'on compare le non cubé au cubé, on parle d'une différence d'environ 10 la tonne. Les rations, ben, dans le fond, ça finit par se ressembler un peu, mais on va regarder dans les prochaines diapos, on a plus
dans le fond, c'est plus visuel de regarder le dollar, le coût par livre de gain ou par kilo de gain que l'animal fait pour voir si, par exemple, c'est peut-être qu'un mélange est plus cher à la tonne, mais si ça permet à l'animal de faire plus de gains puis de sortir plus vite, ben, quand on rapporte le prix payé en dollars par gain, des fois, c'est une moulée un petit peu plus chère nous permet d'être plus économique en bout de ligne. Donc, en fonction de la texture, donc cubé ou non cubé, son étude avait démontré une meilleure consommation. Donc, les animaux consommaient davantage de moulées lorsqu'ils étaient cubés. Il n'y avait pas à ce moment-là de différence significative au niveau du gain, par contre. L'âge de la mise en marché était sensiblement la même. Ratio d'efficacité, même chose, pas de différence significative. Puis le coût en dollars par livre de gain dans son étude était à 0,81, 0,82 dollars. Si on regarde au niveau du contenu, donc faible teneur en protéines, haute teneur en protéines, puis haute teneur en protéines, incluant des drèches. Là, dans son étude, il a observé, c'est vraiment la haute teneur en protéines avec le tourteau de soya que les animaux ont consommé davantage, malgré que ce n'était pas différent significativement ici avec cette donnée-là, mais ça l'est avec les autres. Au niveau du gain moyen quotidien, ben, c'est la haute teneur avec la drèche qui a offert le meilleur gain moyen quotidien. Puis en bout de ligne, ben, c'est ça, avec une meilleure efficacité alimentaire, ce qui fait que dans ce cas-ci, si je revenais à l'autre tableau de tantôt, le coût est quand même plus élevé à la tonne. Par contre, c'est en dollars par livre de gain, c'est vraiment le mélange, lui, dans son étude, qui a observé qui était le plus économique à utiliser. Dans le fond, ça revenait à 0,75 sous par livre de gain. Donc, dans son étude, c'est sûr que la moulée cubée est plus homogène, un petit peu plus dispendieuse, comme je l'ai dit, mais les animaux en consomment davantage. Lorsque c'est non cubé, c'est sûr que c'est plus économique à produire, mais il n'y a pas observé de différence de GMQ ou d'efficacité entre la cubée, comme je vous ai présenté dans le premier tableau. Puis, par exemple, lorsqu'on ramène ça en dollars par livre de gain, ben, il n'y avait pas non plus de différence, que ce soit cubé ou non cubé. Mais par contre, dans le fond, peu importe la texture offerte, quand le mélange va contenir un sous-produit, dans ce cas-ci, c'était les drèches de distillerie, ben, c'est le mélange qui est observé étant le plus économique avec la meilleure efficacité comparativement à du tourteau de soya. Donc, c'est sûr que si vous avez des opportunités de sous-produits, ça peut être intéressant de les utiliser. Il faut s'assurer de les faire analyser. Puis, ben, dans le fond, c'est de bien faire ses devoirs, si on veut, puis de regarder si c'est économique de l'utiliser, si on a les unités de stockage pour entreposer ces sous-produits-là. Mais il y a des choses intéressantes qu'on peut faire. Puis, c'est important, lorsqu'on utilise ces sous-produits, au niveau de l'analyse, de regarder le pourcentage de gras à l'intérieur de ces sous-produits-là. Ils ont tendance, des fois, ça a tendance à être un aliment qui est un petit peu plus gras. Donc, il faut s'assurer avec les personnes qui vont travailler votre programme alimentaire là, de ne pas aller à une ration qui soit plus au-delà de 5 de gras dans la ration, par exemple. Maintenant, si on passe aux annuels de remplacement, qui est un peu mon terrain plus, comment je pourrais dire, où je suis un petit peu plus à l'aise, là, étant donné que j'ai fait ma maîtrise sur cette thématique-là. Puis je vais d'ailleurs pouvoir vous exposer quelques résultats là, du projet, là, que même si ça fait déjà 10 ans qu'il a été réalisé, je pense que c'est encore très d'actualité de pratiquer la restriction alimentaire des annuels de remplacement. Donc, comme on parlait tantôt, bon, la période pré-sevrage, je vous en ai parlé tantôt. Donc, du sevrage jusqu'à 30-35 kilos, mais en fait, ça parle plus des agneaux à l'engraissement. On va viser vraiment d'avoir encore là, comme tantôt, jusqu'à 30, ben en fait, moi, c'était plus par rapport aux agneaux, ça, je m'excuse, je vais juste changer. En fait, ouais, excusez-moi, c'est ça. En fait, c'est ça. Les agnelles, lorsqu'on arrive au sevrage, l'important, c'est vraiment d'utiliser la valorisation fourragère davantage puis de restreindre l'alimentation, c'est-à-dire de ralentir leur croissance. Ce qu'on veut, c'est vraiment de valoriser le développement mammaire puis valoriser le rumen également. Donc, ce qu'on faisait tantôt, ce que j'ai présenté tantôt au niveau des types d'engraissement pour les agneaux de marché, croissance rapide, etc., c'est pas vraiment ce qu'on va préconiser pour les agnelles de remplacement.
En fait, ça ici, c'est comme une image, si on veut, transversale de l'intérieur de la glande mammaire. Tout ce qui est en beige, c'est ce qu'on appelle la structure de soutien. Tout ce qui est plus foncé un peu, c'est ce qu'on appelle les cellules de parenchyme. C'est ces cellules-là qui vont éventuellement sécréter le lait. Puis on a comme tous les canaux qui se développent, les canaux de lait qui vont conduire le lait à l'extérieur de la mamelle. Donc, la structure de soutien, elle, tout ce qui est plus en jaune, là, ben, c'est du gras, c'est des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, c'est les nerfs, c'est des tissus conjonctifs. Donc, ce qu'on va souhaiter dans le développement de la glande mammaire, c'est vraiment de maximiser tout ce qui s'appelle cellules et canaux de lait comparativement à la structure de soutien. Donc, avant 5 semaines, la glande mammaire de l'agnelle est dite, la croissance de la glande mammaire est dite isométrique. Isométrique, ça veut dire que l'intérieur de la glande, ici, va se développer à la même vitesse que le reste du corps. Donc, c'est un développement qui est très rapide, puis c'est un développement qui est surtout au niveau de la structure de soutien. Au-delà de, lorsqu'on arrive à la période un petit peu plus prépubère, donc au-delà de la 5e semaine de vie jusqu'à la 20e semaine de vie, bien, la croissance va être dite allométrique. Donc ça veut dire que la glande mammaire va se développer beaucoup plus rapidement que le reste du corps. Donc, si on fait développer le corps trop rapidement, la glande mammaire n'a pas le temps de bien se développer. Puis ça, bien, tout ce développement-là, ben, c'est contrôlé par l'hormone de croissance qui est naturellement sécrété par l'agnelle. Puis cette période-là, allométrique, va vraiment définir le plein potentiel laitier de l'animal. Donc, si on opte pour de 5 à 20 semaines de vie, donc, ben, en fait, pas sevrage jusqu'à 4-5 mois d'âge. Si on décide d'alimenter nos agnelles de la même façon qu'on ferait pour alimenter un agneau de marché, c'est-à-dire qu'on y offre une croissance, on pousse une croissance rapide avec des hauts gains, mais à ce moment-là, l'hormone de croissance va être inhibée. Puis là, ce qui va arriver, mais ça, c'est dans le cas, entre autres, d'alimentations qui sont trop riches en énergie. Bien, le parenchyme, toutes les cellules de lait que je vous parlais tantôt, vont vraiment se développer en plus faible nombre. Puis ça va affecter vraiment le potentiel laitier ultérieur. Donc, le potentiel laitier va être réduit. Puis ça, c'est irréversible, cette période de croissance-là. Donc, en fait, si on manque notre coup puis qu'on pense que notre agnelle de remplacement entre le sevrage puis 4-5 mois d'âge, c'est comme un agneau de marché, puis qu'on la pousse, elle est à côté, ça fait de full gain, ben, il y a des chances que par la suite, ce soit un agnelle qui donnera pas nécessairement le potentiel de lait que vous espériez. Donc, c'est vraiment une alimentation qui va être trop riche, ça va être corrélé à une baisse de la production laitière. Chez les génisses laitières, entre autres, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites avec des rations à volonté, puis riches en énergie. Puis, dans tous les cas, les études ont pas mal les mêmes conclusions, là. Il y a toujours une réduction là, de 10 à 20 de la production laitière pendant la première, la deuxième, même la troisième lactation. Chez le bovin laitier, même chose, ben, réduire. Les études ont également démontré que lorsqu'on réduit le gain pendant cette phase-là allométrique, qui est évidemment pas la même là, chez le bovin, étant donné que c'est pas tout à fait pareil que chez la brebis, mais dans tous les cas, lorsqu'ils réduisaient la consommation à 65 à 75 d'une ration à volonté, ben, à ce moment-là, c'était favorable. Puis en fait, ben moi, c'est ce que j'ai voulu vérifier du côté des agnelles de remplacement lorsque j'ai fait mon projet. Donc, j'avais des agnelles qui étaient alimentées à volonté, tel qu'un agneau lourd, avec un fourrage et concentré à volonté. J'avais des agnelles qui étaient restreintes, donc qui recevaient une quantité définie de concentré avec un fourrage de moins bonne qualité, puis des agnelles qui étaient restreintes, donc il y avait une quantité de grains encore moindre, puis avec un fourrage de meilleure qualité qui n'était quand même pas super top qualité, là, considérant que je vous dis depuis tantôt d'utiliser des fourrages de meilleure qualité. Là. Cette année-là, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, donc, mais ça a quand même donné des résultats fort intéressants. Donc, dans mon étude, mes deux groupes qui étaient restreints, on visait avoir 70 environ du gain de celle qui est à volonté, ce qu'on a observé. Donc, les agnelles à volonté faisaient 306 grammes par jour, tandis qu'on avait du 223, 229 grammes par jour pour les groupes restreints R et F.
Ensuite, on avait le gain à partir de 135 jours jusqu'à la saillie. On a continué à mesurer le gain des animaux. Donc, les agnelles à volonté faisaient moins de gains pour cette portion-là. Dans le fond, à partir de 135 jours, l'alimentation était redevenue plus, plus riche pour l'ensemble des 3 groupes. Donc, les 3 groupes, à partir de 135 jours, recevaient toute la même chose. Puis, on a observé pour les agnelles qui avaient été restreints en bas âge, une meilleure efficacité alimentaire. Donc, le gain était accéléré, là, et il faisait plus de gains pour la même alimentation puis la même consommation, là. Il n'y avait pas de différence. En fait, il y avait une différence entre les 2 groupes qui étaient restreints au préalable. Ils consommaient davantage comparativement aux autres agnelles. Puis, en bout de ligne, le poids à la saillie des 3 groupes, il n'était pas différent significativement. Donc, on était autour de 60 kilos à l'âge de 8 mois, tandis qu'on peut voir une différence là, d'environ 7 kilos à l'âge de 135 jours après la période de traitement alimentaire, de restriction alimentaire qu'on a observée. Voilà, oups. Donc, quand on regarde la courbe de croissance, c'est beaucoup plus visuel que de vous garocher des chiffres. Là, 135 jours, c'était la fin de ma période de restriction alimentaire. Donc, les agnelles étaient des lignes bleues et vertes ici, là, qui étaient restreintes alimentairement. On voit que la courbe, le gain est moins, il atteigne un poids moindre à cet âge-là, mais par la suite, rendu à 8 mois d'âge, comme toutes les petites barres se touchent, donc c'est plus différent significativement. Donc, ils ont vraiment effectué un gain compensatoire dans la dernière portion là, pré-saillie ici. Puis en fait, l'image que je vous montrais tantôt, c'est un peu l'exercice que j'ai fait pendant le projet. Ça a été de déterminer vraiment comme le pourcentage de parenchyme, c'est-à-dire toutes les petites cellules qui allaient sécréter ultérieurement du lait. C'était quoi le pourcentage par rapport à la structure de soutien et tout. Donc, ce qu'on recherchait, c'était vraiment le plus de parenchyme possible. Puis, c'est vraiment ce qu'on a observé. Donc, il y avait une différence significative, là. Les agnelles qui avaient été restreintes en bas âge en avaient davantage. Puis, il y avait en contrepartie moins de structures de soutien. Puis, lorsqu'on a fait la traite, dans le fond, moi, sur mon projet, j'avais au départ 84 agnelles sur le projet, réparties dans les 3 traitements. J'en ai un certain nombre qui ont été abattus pour faire justement les analyses sur la glande mammaire. Puis, le reste du groupe, dans le fond, le 2/3 du groupe, eux, on a continué à les suivre pour leur première et leur deuxième lactation. Puis, on a observé justement une production laitière, lorsqu'on la standardisait en fonction de la qualité du taux réel de gras et de protéines du lait, on a observé que les agnelles des 2 groupes qui étaient restreints avaient tendance à produire plus de lait. Donc, ça, c'était fort intéressant. Ici, c'est juste une petite parenthèse. Là. Tantôt, je vous parlais du développement ruminal. En fait, ça, c'est l'intérieur d'un rumen de veau, dans le fond, qui est alimenté uniquement au lait, la première image, ici, qui recevait lait et grains. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de papilles là, qui sont développées. Puis ici, seulement du lait et du foin. Donc, cette expérience-là est fort intéressante, puis elle illustre très bien l'importance des concentrés en bas âge. Donc, la dérobée, l'importance d'amener la moulée très tôt dans la vie de l'animal. Puis en fait, nos agnelles de remplacement qui vont être nos futurs ruminants, évidemment, il faut comme trouver l'équilibre entre bien développer leur rumen, bien développer aussi leur glande mammaire. On veut qu'elles aient un rumen qui ait la capacité à digérer les fourrages. Donc, on fait attention aux acidoses qui peuvent causer des dommages aux rumens. Donc, c'est sûr que si on fait une valorisation fourragère avec des fourrages d'excellente qualité, on évite de beaucoup les risques d'acidose, évidemment. Puis, c'est ça. Ensuite, dans le fond, avec nos agnelles, ce qu'on va vraiment viser, c'est, comme je le mentionnais, c'est la croissance modérée à base de fourrage. On va viser 70 du gain potentiel que, par exemple, nos agneaux de marché dans l'étable font ou qui auraient sensiblement la même génétique. Donc, ça va être des gains qui vont varier entre 100 et 300 grammes par jour selon la race et le gabarit. Puis encore une fois, le très bon fourrage est à utiliser. Puis dans le fond, une ration de restriction d'agnelle de remplacement, ça peut aller entre 350 et 500 grammes de concentré par jour lorsque les fourrages sont très bons. Puis c'est ça, on est capable d'observer des gains entre 100 et 300 grammes. Là. On l'a vu dans mon projet, là, on avait du 225 grammes par jour pendant cette période critique-là.
Ensuite, l'alimentation comme outil de prévention, je vais aborder brièvement là, les problématiques de ratio calcium-phosphore, de polio. Je vais vous parler un petit peu des toxines. L'entérotoxémie, qui est une maladie qui atteint souvent les plus beaux agneaux d'un groupe, qui est souvent liée à une régie inadéquate au niveau des repas. L'acidose, je vais vous en parler un petit peu aussi. Les sous-produits, puis le cuivre dans l'alimentation de ces jeunes agneaux-là. Donc, si on commence par les calculs urinaires, dans le fond, c'est des cristaux qui obstruent le conduit urinaire. On fait attention pour éviter ça. Ben, c'est sûr, la déshydratation va augmenter les risques. Les concentrés et les aliments cubés, lorsqu'ils sont servis en grande quantité, vont aussi augmenter les risques. Donc, c'est sûr que une alimentation qui va être comme avec une valorisation fourragère où les concentrés vont être plus restreints va permettre de diminuer les risques d'observer des calculs urinaires. La fréquence des repas augmente les risques dans le sens, au moins 2 repas par jour, là, c'est favorable. Bon, les grains vont contenir beaucoup plus de phosphore puis peu de calcium. C'est un peu pourquoi là, les rations à haut taux de concentré sont plus à risque qu'on rencontre le problème chez les mâles. Donc, la prévention, c'est vraiment de s'assurer lorsqu'on fait son programme alimentaire d'avoir un ratio calcium-phosphore de 2 pour 1, d'avoir des minéraux qui soient adaptés en conséquence pour atteindre ce ratio-là. Lorsqu'on a de l'assilage de maïs, évidemment, mais il faut faire encore plus attention. Je vous l'ai mentionné tantôt, là, le calcium est en plus faible quantité dans l'ensilage de maïs. Il y a possibilité dans les moulées d'ajouter souvent un petit peu de chlorure d'ammonium, là, qui est peu appétant par contre, mais qui peut être utilisé en prévention là, lorsqu'on offre de grandes quantités de concentré aux agneaux. Puis on sert du sel à volonté. Les petits blocs de sel bleu, j'aime toujours le conseiller d'en avoir. Dans le fond, ça va permettre à l'animal, oui, de réguler ses besoins en sel, mais ça l'incite à boire plus d'eau aussi. Donc, lorsque l'animal va boire plus d'eau, évidemment, il diminue les risques de développer des calculs urinaires. La polio, c'est une carence en vitamine B. Les jeunes ruminants, ils ne synthétisent pas beaucoup de vitamine B en bas âge. Alors, c'est important là, ben, en fait, un peu au même titre que les calculs urinaires, les rations qui vont être plus riches en concentré vont être plus à risque. Puis aussi, parfois, dans le rumen, il y a des bactéries qu'on appelle des thiaminases. Dans le fond, c'est comme des antivitamines B1 qui vont faire en sorte justement que la carence en vitamine B va apparaître. Donc, oups, j'ai dû passer une diapo. Ouais, fait que dans le fond, j'ai comme pas j'ai pas de diapo sur quoi faire en fait, là, mais c'est sûr que ça, c'est ben, une ration bien équilibrée avec des bons fourrages. Normalement, c'est pas une maladie qu'on rencontre très, très souvent. Par contre, il y a moyen d'y remédier rapidement là, avec un traitement de vitamines là, adapté là, avec les recommandations de votre vétérinaire. Puis normalement, ça revient assez bien. Au niveau des toxines dans les aliments, ben, c'est sûr que ça diminue l'efficacité du système immunitaire. Les agneaux et les agnelles en bas âge vont être vont avoir une sensibilité plus accrue aux maladies lorsqu'elles consomment des aliments avec des toxines. Donc, peuvent avoir plus de diarrhée ou d'entérite. Puis en fait, ben, chez les animaux adultes, ben, les toxines dans le fourrage ou dans les grains vont amener des problèmes de reproduction, des problèmes d'avortement ou d'infertilité. Donc, c'est sûr qu'on veut offrir vraiment des aliments exempts de ces toxines-là. Ça amène une baisse de consommation sinon, puis de la production, puis du gain de poids, etc. Donc, c'est sûr que ça l'affecte en bout de ligne toutes les performances des animaux. Ensuite, ben, en fait, j'ai mis ici quelques toxines qu'on rencontre là, souvent, on va parler plus de la vomitoxine, zéaralénone également. On a des données, des niveaux tolérés, si je peux dire, mais que ça provient beaucoup des données des bovins laitiers et des vaches laitières. Là. Il n'y a comme pas vraiment de recommandations au niveau de l'ovin. Là. Donc, on a comme un peu émis des potentiels toxiques là,
En fait, à partir de ces données-là, là, il y a moyen d'essayer de formuler des rations. Tu sais, si, par exemple, on était aux prises avec, on vient de ramasser notre récolte de céréales, puis on fait analyser pour les toxines, puis on a, exemple, un 10 ppm dans notre avoine. Ce qui peut arriver, ben à ce moment-là, il faut s'assurer, il y a moyen de ne pas nécessairement tout condamner la récolte, mais de l'utiliser en proportion pour pas dépasser les niveaux tolérés là, par les animaux. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais des fois, on n'a comme pas le choix quand même d'utiliser les aliments qu'on a, mais il y a moyen d'essayer de formuler puis de peut-être c'est ça, en offrir moins ou le diluer avec un autre concentré qu'on achète à part pour justement pas dépasser les niveaux dangereux. L'entérotoxémie, ben, c'est ce qu'on appelle un peu un frustrant problème parce qu'en fait, c'est souvent les plus gros agneaux d'un parquet, d'un lot qui vont être affectés. C'est souvent relié à une régie de l'alimentation qui est inadéquate, c'est-à-dire soit les agneaux n'ont pas suffisamment d'espace mangeoire ou vous dites que vos agneaux sont à volonté, mais en fait, à chaque jour ou à chaque 2 jours, quand vous décidez d'aller remplir vos trémies, vous voyez le fond de la mangeoire, donc ils ne sont pas réellement à volonté. Donc, c'est sûr que quand vous allez remplir les trémies, les agneaux vont se garrocher carrément. Donc, c'est souvent les plus gros qui vont se bourrer la face un peu plus, là, qui peuvent mourir d'entérotoxémie. Faut faire attention au manque de fibres aussi, donc voir encore à la qualité du foin, puis à ce que ce fourrage-là soit offert en bonne qualité, en bonne quantité dans les mangeoires pour les agneaux. Il y a il y a une vaccination qui est envisageable que vous pourrez regarder avec votre vétérinaire. Puis évidemment, ben, tantôt, on parlait des repas. Ben, c'est sûr, 2 repas par jour, je pense que c'est un minimum. On évite d'offrir des trop gros repas une seule fois par jour. Donc, ça permet d'avoir une santé ruminale plus équilibrée là, en bout de ligne. Au niveau des acidoses, ben, c'est sûr que les agneaux sont à risque parce que souvent, on leur offre de plus grandes quantités de grains après le sevrage ou même avant le sevrage. Donc, encore une fois, les fourrages sont fort importants dans la ration pour justement diminuer ces risques-là, d'offrir les fourrages en premier pour permettre à l'intérieur du rumen de se faire un genre de ce qu'on appelle un tapis fibreux pour que qui reçoit les concentrés, que la chute de pH soit moins drastique. Puis dans le fond, ben ça, c'est une image là, de l'intérieur d'un rumen où on peut voir des lésions dû à une acidose. Donc, tu sais, ces papilles-là, où ce qu'il y avait des papilles, ça s'est durci, ça l'a asséché. Puis, dans le fond, ben, en perdant des papilles comme ça, ben, la surface de contact diminue avec les aliments. Donc, par la suite, ça fait un animal qui va moins bien valoriser son alimentation, qui va avoir, qui va moins bien absorber tous les nutriments parce que sa surface de contact va avoir été diminuée suite à un épisode d'acidose. Il faut donc bien planifier les transitions lorsqu'on fait des changements au niveau de l'alimentation, principalement lorsqu'on passe d'une ration plus à volonté, on restreint tranquillement, ou à l'inverse, chez les agnelles de remplacement, où on va opter pour la restriction alimentaire en bas âge, bien, lorsqu'on va être rendu, par exemple, à l'âge des 135 jours, par exemple, comme dans mon projet, puis que là, on décide de vraiment réintroduire une alimentation un peu plus concentrée, puis plus riche pour permettre à l'animal de faire un bon gain compensatoire, bien là, à ce moment-là aussi, on va le faire sur une semaine, environ une semaine à 10 jours, pour s'assurer que les bactéries du rumen s'adaptent à la nouvelle ration qui va être plus concentrée, puis justement, on évite des problèmes d'acidose en ce sens. Les sources de gras, ben, j'en ai parlé un petit peu tantôt avec les sous-produits. On fait attention. Normalement, quand on utilise des aliments de base, c'est pas un problème. Ça vient surtout des sous-produits qu'on envoie. Donc, je parlais tantôt d'avoir une ration en bas de 5 parce que quand c'est plus haut que ça, ben, ça perturbe vraiment la flore du rumen. Ça va réduire la digestibilité de la fibre, les concentrés. On va observer une réduction importante de la consommation. Puis évidemment, ben, lorsque l'animal consomme moins, ben, on va voir une réduction importante des performances par la suite. Puis il y a certains aliments qui vont contenir un peu plus de gras, par exemple le lin, le soya, le tournesol ou encore les sous-produits. Donc, c'est pour ça que c'est important là, oui, saisir des opportunités, mais de regarder en bout de ligne avec les aliments que vous avez, puis le taux d'incorporation de ces aliments-là dans la ration. Si finalement
vous ne dépassez pas la limite tolérée par l'animal. Enfin, la rigueur est de mise dans le suivi de la croissance, tant pour les agneaux lourds, où on doit faire un suivi régulier de la croissance, vérifier leur état d'engraissement pour s'assurer vraiment d'abattre au bon moment puis d'envoyer les agneaux à un poids d'abattage qui soit celui qui nous permet d'obtenir un rendement carcasse désiré pour aller combler le marché qu'on a ciblé là, selon les types de catégories d'agneaux. Puis au niveau des agnelles de remplacement, ben c'est sûr que la rigueur est de mise également parce qu'on veut s'assurer de bien suivre leur croissance pendant la période de restriction. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment modérer cette croissance-là et non la carencer. Puis par la suite, ben, on veut aussi suivre le gain compensatoire. On veut s'assurer que les agnelles vont vraiment consommer davantage, faire un meilleur gain pour qu'à l'âge de 8 mois, vous ne voyez pas de différence, par exemple, avec des animaux qui auraient été alimentés de façon plus standard. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est retarder aussi l'âge à la saillie. Donc, il faut vraiment bien faire les choses. Donc, il faut donc trouver un équilibre entre combler nos besoins, servir des aliments de qualité, suivre la croissance. Ça prend un programme alimentaire pour réussir à bien combler les besoins. Je vous l'ai mentionné plus tôt dans la conférence, les mâles et les femelles ont des besoins bien spécifiques. Un bon programme alimentaire va nous permettre d'obtenir les gains visés. Bien évidemment, pour obtenir les gains visés, il faut la suivre, cette croissance-là, il faut peser régulièrement. Ça va nous permettre d'éviter des pertes en engraissement, notamment, je vous ai parlé de l'alimentation comme outil de prévention au niveau des calculs, entre autres. Ensuite, ça permet de privilégier des programmes plus multiphases, donc vraiment avoir notre période pré-sevrage, notre début d'engraissement. Ensuite, on diminue graduellement notre protéine, on fait une ration de finition. Donc, tout ça, c'est sûr que c'est moins répandu dans le vin, mais je pense qu'avec les éléments que je vous ai présentés aujourd'hui, je trouve que c'est avantageux et c'est économique de le faire. Donc, on contrôle mieux la qualité de carcasse en fin de compte. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ben, un programme qui est bien balancé, ben, en fait, ce qu'on veut, c'est pas servir trop d'aliments ou pas carencer les animaux non plus. Souvent, on va avoir des rations qui vont être des fois qui vont avoir trop de protéines. Ben là, c'est sûr que c'est des pertes pour le producteur parce que s'il y a trop de protéines pour les besoins de l'animal, ben là, ça s'est rejeté dans le fumier, c'est des pertes directes. Ensuite, quand il y a trop d'énergie dans la ration, notamment en fin de croissance des agneaux ou qu'il y aurait un manque de protéines, vous auriez décidé d'enlever le tourteau de soya au complet dans votre ration ou de ne plus offrir de suppléments protéiques puis de vraiment y aller seulement avec votre grain de ferme, bien là, il y a des chances que le dépôt de gras sur la carcasse soit plus élevé, que vous ayez un déclassement, que vous ayez une perte financière en bout de ligne. Puis chez les agnelles de remplacement, je vous l'ai bien démontré, je pense que trop d'énergie après le sevrage, ça va permettre un dépôt de gras dans la glande mammaire, puis ça va diminuer la production laitière future. Donc, c'est comme c'est écrit, on n'élève pas des porcs. Les agneaux sont capables d'en consommer du foin, puis quand le fourrage est de bonne qualité, ils sont capables d'en consommer de très grandes quantités, mine de rien, puis de combler une bonne portion de leurs besoins. Donc, encore une fois, souvenez-vous du petit tableau que je vous ai présenté tantôt sur les qualités fourragères. Vraiment viser les deux premières catégories de fourrage pour les agneaux et les agnelles de remplacement, toujours, pour assurer vraiment une bonne consommation puis une bonne conversion des animaux. Contrôler le dépôt adipeux, évidemment. Je me répète, mais je trouve que c'est quand même des notions qui sont super intéressantes, super importantes à vraiment bien comprendre, puis bien prendre connaissance là, avec les données de sa propre ferme, là, puis de vraiment faire un portrait de tout ça. Puis dans le fond, on suit la croissance, ça c'est vraiment la clé. Donc, des pesées régulières, tant pour les agneaux que nos agnelles. Pour les agnelles, en fait, ça sera vraiment pour s'assurer qu'elles font le gain souhaité. Puis même chose pour les agneaux, on va viser des gains quand même intéressants. Faut pas avoir peur de toucher le dos des agneaux puis d'essayer d'évaluer un peu le gras au-dessus de l'animal. Vraiment, la constance, lorsqu'on a trouvé la bonne recette, qu'on a une bonne constance, puis qu'on est capable de faire un parallèle avec ces classifications puis ces pecs d'agneaux, si on a trouvé la recette qui donne quelque chose de bien, c'est vraiment d'être constant puis de continuer
à y aller de la façon qui est la plus adéquate pour vous. Puis évidemment, ben, on utilise des béliers terminaux. Je n'en ai pas parlé. En fait, je pourrais vous envoyer par courriel un bout de cette conférence-là parce qu'elle aurait pu être beaucoup plus longue. Là. Il y a un petit bout sur la génétique, en fait, à savoir quand on fait de l'agneau de marché, en fait, c'est vraiment d'utiliser des béliers terminaux. Fait que le petit bout de conférence que je vous enverrai va parler notamment des indices à utiliser pour faire son choix de bélier en fonction du type d'agneau qu'on veut faire et tout. Fait que c'est vraiment d'avoir des béliers terminaux, évidemment, lorsqu'on fait de l'agneau. Donc, on suit l'état de l'engraissement, notamment pour, pour voir à ce que l'animal ne dépose pas trop de gras. Puis la conformation, elle, ben, c'est vraiment le développement musculaire qui est lié à ça. Donc, visuellement, du 12 mm de gras dorsal, ça va ressembler à ça. Puis la grille va être là où elle va être le plus payant, c'est entre 7 et 13, 8 et 13. Donc, c'est vraiment 16 mm, on n'en veut pas. Puis 21 mm, sérieusement, c'est pas payant pour vous. Puis l'acheteur qui reçoit ça est pas content du tout non plus parce que c'est pas un produit qui est très intéressant qui est difficile à essayer de valoriser puis à mettre en marché. Bon, ça, c'est juste visuellement. Là, un agneau qui aurait la conformation 2-2-2 sur votre paye, ben, c'est un agneau qui est somme toute moins développé évidemment qu'un agneau qui serait à 5-5-5. Bon, fait que c'est ça. Fait que rappelez-vous que le gras, c'est sûr que c'est lui qui pénalise le plus. Les femelles en déposent plus vite, donc c'est important de les envoyer à un poids d'abattage un peu plus bas, en fait, mais de les envoyer plus jeunes. Les animaux à croissance plus lente aussi ou de plus petite taille vont aussi déposer un peu plus rapidement du gras. Donc, il faut vraiment cibler la strate de poids qui va vous permettre un poids carcasse qui soit idéal, mais aussi que vous allez obtenir une bonne qualité carcasse au niveau de la conformation et du gras. Donc, si en rappel, vous avez dans la conférence la grille. Puis en fait, juste pour vous montrer à quel point la génétique, l'importance d'utiliser des béliers terminaux pour faire de l'agneau de marché, la génétique est vraiment à l'impact autant la conformation, le poids, puis le gras de la carcasse, alors que l'alimentation, ça va être vraiment l'élément qui va permettre, en fait, qui va influencer le poids d'abattage ou encore le gras. Puis au niveau de la régie d'élevage, la régie et le sexe, là, c'est deux autres paramètres supplémentaires qui vont affecter le gras. Donc, vraiment, la génétique est partout. Donc, lorsqu'on a des bons béliers terminaux améliorateurs, puis qu'on utilise ça pour produire de l'agneau de marché, c'est sûr que c'est idéal. Simple exemple, c'est sûr que c'est des payes d'agneaux comme ça où on n'a aucun agneau qui déclasse, c'est vraiment ce qu'on souhaite obtenir. Donc, simple exemple, cette paye d'agneaux-là représente 27 agneaux avec un poids carcasse, pas un poids carcasse, mais un indice moyen à 104. Donc, c'est sûr que c'est ce qu'on recherche. Puis en lien avec ça, quand on regarde les données de l'agence de 2018, il y a à peu près 17,9 des agneaux qui ont obtenu un indice en bas de 100. 17,9 agneaux, là, ça représente 11 000 agneaux, un petit peu plus qu'11 000 agneaux au Québec sur les 61 000 qui ont été produits. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment énorme. Pour ceux qui avaient assisté à la conférence de la tournée du CEPA, bon, c'est pas une donnée qui est nouvelle, là, je l'avais présentée, mais je trouve que c'est important de la ramener encore sur le sujet. Là. 11 000 agneaux qui ont déclassé en bas de 100. Si on prenait un prix négocié à 11 du kilo carcasse, là, chaque agneau, un agneau, puis qu'on vise un poids carcasse de 23 kilos, pour chaque agneau, pour chacun de ces 11 000 agneaux-là, là, un chiffre moyen, c'est 23,52 de pertes que le producteur n'a pas dans ses poches pour un agneau qui a déclassé en 2018. Fait que si on ramène ça, là, nos 11 000, là, c'est presque 260 000 de plus que les producteurs auraient pu aller chercher par le prix du marché si seulement ils avaient obtenu au moins 100 d'indices. Donc, je trouve que c'est beaucoup. Puis, si on refait une moyenne, on est il y a à peu près 250 producteurs d'inscrits à l'agence de vente qui produisent de l'agneau lourd au Québec. C'est environ 1 000 $ de perte par producteur. Fait que, je pense que là, il y a une réflexion à avoir. Puis, je pense que chacun d'entre nous qui faisait de l'agneau lourd, on se doit de
de regarder nos bilans de classification, soit de façon régulière, de demander à l'agence, vous avez vos payes, mais si vous ne voulez pas nécessairement tout compiler à la main, vous pouvez demander à ce qu'ils vous envoient le bilan de vos classifications en format Excel. Ça vous permet après ça de regarder vos moyennes. Vous pouvez regarder, bon, ben, c'est-tu des mâles qui déclarent, les femelles qui déclarent davantage. Vous pouvez regarder votre poids carcasse moyen, il se situe entre quoi et quoi? Y a-t-il moyen vous pourriez avoir un poids carcasse de moyen de 23 kilos, mais avoir des agneaux l'écart pourrait être entre 18 et 26. Donc, il y a peut-être moyen d'uniformiser davantage votre production en ayant un meilleur suivi de la croissance, puis peut-être continuer à avoir du 23 kilos carcasse de moyenne, mais rapetisser les écarts, puis d'avoir peut-être du 21 à 25, d'avoir une production qui soit plus, plus standard à l'année. Donc, moi, je trouve que c'est important. Puis en le faisant plus régulièrement aussi, ben, vous êtes comme plus à même de constater si l'alimentation que vous offrez en bergerie versus les payes que vous recevez, bon, ben, y a-t-il une problématique entre les deux? Est-ce que vous êtes capable de voir s'il y a un lien entre les deux? Donc, c'est plus facile de se réajuster rapidement plutôt que de le faire, que de faire cet exercice-là une seule fois à la fin de l'année, par exemple, puis de regarder vos données annuelles, qu'est-ce que ça a donné. Ben là, c'est dur, c'est de regarder, de se dire, ah ouais, en début d'année, j'ai déclassé beaucoup plus. Ben, il est un peu tard là, pour remédier à la situation. Fait que je pense que c'est un exercice qui est important à faire. Puis, comme gestionnaire d'entreprise et producteur d'agneaux de marché, on se doit de le faire. Donc, en conclusion, pour les agneaux, ben, pour être payant, il faut agir en augmentant les investissements productifs. Première chose, avoir des races terminales comme bélier qu'on utilise pour faire nos agneaux de marché. D'avoir une gestion de la régie de nos agneaux qui soit adaptée. Donc, avoir une bonne régie pré-agnelage des brebis, parce que oui, ça va impacter ça sur la suite, dans ce sens où si la brebis, à la fin de sa gestation, est mal préparée, qu'elle n'a pas un colostrum de qualité ou que le poids naissance des agneaux est petit, c'est sûr que sur l'ensemble de la croissance de l'agneau après sa naissance, ça va avoir eu un impact, ça, si la mère est mal préparée. Donc, ça, c'est le premier élément à tenir en compte. Pré-sevrage, ben, je vous ai énuméré tous les éléments de régie là, qui vous permettent d'avoir des performances favorables, que ce soit au niveau des conditions d'ambiance, d'avoir des dérobées spacieuses avec des moulées avec les bons taux de protéines le plus tôt possible dans la vie de l'animal. C'est tous des éléments là, qui sont importants à garder en tête. Évidemment, de suivre l'engraissement, de séparer les sexes, c'est tous des éléments de régie là, que vous pouvez faire à la ferme qui vont vous aider à obtenir une meilleure qualité de carcasse des agneaux. La gestion de l'alimentation, évidemment, on en a parlé beaucoup. La qualité des fourrages, j'y reviens. Je dis souvent, moi, pour être un bon producteur d'agneaux, il faut d'abord être un bon producteur de fourrage. Vous savez, les fourrages de bonne qualité, on dirait qu'on n'en a jamais assez. Les fourrages de moyenne qualité, somme toute, c'est quelque chose qui est un peu plus facile des fois à trouver sur le marché. Donc, si on est capable de maximiser la production de fourrage de bonne qualité à notre propre ferme, ben, on y va avec ça. Puis, plutôt que des fois, c'est peut-être mieux justement de ne pas viser de viser un petit peu moins de rendement ou même en le faisant plutôt, on fait un fourrage de meilleure qualité. Des fois, ça va nous permettre, en le faisant plutôt, d'être capable d'aller chercher une coupe supplémentaire versus avoir plus de rendement, mais plus de volume de fourrage plutôt moyen. Donc, moi je préconise vraiment là, de faire les fourrages le plus tôt possible. Puis, en bout de ligne, souvent, on réussit quand même à en produire une bonne quantité quand on est capable de rajouter une coupe là, à notre régie au champ. Bon, la régie alimentaire, l'environnement, j'en ai parlé. Donc, c'est vraiment, pour être payant, ben, on définit son marché, qu'est-ce qu'on veut faire comme type d'agneau, c'est quoi la strate de poids qu'on vise. Il faut vraiment faire une rétrospective, puis regarder ses données, regarder ses rapports, puis vraiment déterminer ses objectifs, puis maintenir une constance là, dans ses pratiques. Puis au niveau des agnelles de remplacement, ben même chose. C'est sûr que la génétique va avoir un impact important. Donc, soit c'est des agnelles soit de race pure ou des hybrides. Donc, tout ça demeure un choix là, de race et tout, là, mais
Donc, c'est un élément qui est important. La régie des agnelles, même chose que je disais pour les agneaux, pré-agnelage, la préparation des mères, des femelles de ces agnelles-là va être super importante aussi. Même chose au niveau de la gestion de l'alimentation et de la régie alimentaire. Bien, c'est tous les mêmes paramètres là, que j'ai mentionnés tantôt. Puis, à l'exception au niveau des agnelles, de vraiment la régie alimentaire post-sevrage jusqu'à l'âge de 4-5 mois, là, la restriction alimentaire, une bonne restriction alimentaire bien faite, bien réussie. Non seulement ça va permettre à la glande mammaire de bien se développer, mais lorsqu'on réussit bien cette restriction alimentaire-là, puis que la période de croissance compensatrice par la suite est bien visible, est bien réussie également, ben ça demeure aussi que c'est une pratique qui devient économique pour le producteur. Donc, je pourrais, ben, ceux qui ont assisté à c'est-tu à la tournée? Non, c'est pas à la tournée, à la journée laitière bovine et ovine dans le Bas-Saint-Laurent, j'avais présenté une conférence où je faisais des scénarios justement au niveau de l'alimentation des agnelles de remplacement. Puis je démontrais vraiment là, l'économie financière à faire là, en utilisant une alimentation bien adaptée pour elles. Là. Donc, peut-être que vous pourrez refouiller sur le net là, pour aller rechercher cette conférence-là. Puis sinon, dans le prochain Urbain Québec, j'ai rédigé un article avec mon collègue Frédéric Fortin en génétique où on va parler de ça, justement, l'alimentation des agnelles de remplacement, aller du sevrage jusqu'à la saillie. Puis on va avoir un volet vraiment au niveau de la génétique là, par rapport à ça, comme quoi que la restriction alimentaire ne va pas affecter négativement les performances génétiques, le potentiel génétique de l'animal. Donc, par cet article-là, on va bien le démontrer. Puis on garde finalement en tête qu'une agnelle de remplacement, ben, on veut qu'elle ait un bon rumen qui soit apte à bien convertir les aliments fourragés plus tard. Donc, on vise, c'est ça, une bonne restriction alimentaire pour favoriser le développement mammaire, pour qu'elle produise plus de lait par la suite. Puis ça, c'est d'autant plus important chez les brebis prolifiques, là, qui vont avoir 3, parfois 4 agneaux à nourrir. Donc, c'est important à ce niveau-là. Puis enfin, ben, un animal qui va être bien développé, si on restreint adéquatement, puis qu'on carence pas l'agnelle, puis qu'on réussit bien la période de croissance compensatrice, mais je vous l'ai montré tantôt au niveau du poids, à l'âge de 8 mois, il n'y avait pas de différence entre les traitements, mais il n'y avait pas de différence non plus dans mon projet au niveau de tous les autres paramètres corporels, que ce soit l'état de chair, la hauteur de l'animal, la longueur de l'animal, le tour de poitrine. Donc, c'était un animal qui était, somme toute, bien développé, malgré le fait qu'elle avait été restreinte en bas âge. Donc, lorsque c'est bien réussi, on n'observe pas de problématique à ce niveau-là. Puis, ce qu'on veut, ben, c'est vraiment des agnelles qui soient bien développées, qui soient productives longtemps dans notre élevage. Ben, c'est ce qui complète le webinaire ce matin. On est pile dans les temps, mais je peux prendre encore, je peux prendre des questions. Vous avez été bien silencieux, bien attentifs pendant la conférence. J'ai mes coordonnées ici. Je vous invite à m'appeler ou à me poser des questions si vous avez besoin, soit sur les sujets surtout sur les sujets que j'ai présentés aujourd'hui. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours des producteurs là, lorsque je donne des conférences comme ça. Puis vous allez recevoir aussi, je pourrais vous envoyer quelques éléments de référence supplémentaires à la conférence en lien avec les éléments traités par courriel. Puis vous allez aussi recevoir un lien pour un sondage pour évaluer ce webinaire. Donc, nous, ça nous permet de s'améliorer au fil du temps. Puis, vous serez amené à suggérer si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez entendre parler. Donc, on va essayer de vraiment développer davantage les webinaires dans différentes thématiques, dont l'alimentation au cours de l'année. Donc, ça va me faire plaisir là, de prendre du temps pour vous lire. Puis pour répondre à vos questions immédiatement, si vous en avez, vous pouvez ouvrir vos micros, puis on peut rester un peu de temps, rester un peu, puis échanger si vous avez besoin. Alors, je vous remercie. Puis sinon, ben, vous avez simplement qu'à quitter et aller dîner. Merci beaucoup. Oh, une petite question par chat. Merci, au revoir. Oups, Pierre-Luc, je viens de voir que tu avais posé une question tantôt, je suis désolée. Dans ton sujet de maîtrise, est-ce qu'il y avait une différence de CVMS entre les divers traitements?
Je vois que c'est Pascal Maheu. Je crois que tu me posais une question. Je viens juste de la voir. Je m'excuse dans le chat. Elle était passée inaperçue tantôt. Tu me posais la question s'il y avait une différence de CVMS entre les divers traitements. Oui, en fait, je pourrais te renvoyer, ben, renvoyer à l'ensemble du groupe, là, je ressortirai les données. Là. Ben, en fait, je pense que je l'avais présenté, là, le tableau de CVMS. Dans le fond, c'est sûr qu'au niveau de la restriction, la période de restriction, la CVMS était plus faible au niveau des annuels qui étaient restreintes. Mais dès qu'on a réintroduit l'alimentation plus riche après le 135 jours, les annuels qui avaient auparavant été restreintes ont vraiment eu une consommation de matière sèche plus élevée. C'est là qu'on a vraiment observé le gain compensatoire parce que dans le fond, ils recevaient exactement la même ration que les annuels qui étaient à volonté auparavant. Puis, fait que oui, il y a eu une différence significative au niveau de la consommation, mais entre les deux types de foin, il n'y a pas eu de différence au niveau de mes deux traitements restreints. Il n'y avait pas de différence significative au niveau de la CVMS entre ces deux traitements-là, proprement dit. Dans le fond, les besoins étaient vraiment balancés de façon égale, mais j'avais un traitement qui recevait moins de concentré, puis le traitement qui était restreint avec les fourrages plus moyens, disons, recevait un peu plus de grains. Je pourrais par contre faire un petit topo là, sur cet élément-là dans le courriel de suivi que je vais envoyer, puis je pourrais vous mentionner les quantités de grains qui avaient été offerts dans les trois traitements là, en même temps. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon, il reste encore des gens de brancher, mais merci au pire. Peux-tu m'envoyer l'étude complète? Bien sûr, je vais te l'envoyer l'étude au complet, il n'y a pas de problème. Excellent. Merci. Bon dîner à tous. Donc, je vais fermer la réunion.